Alors, bienvenue à notre invité Yves Abraham. Alors, ce collectionneur invétéré qui s'est installé à Chamonix après avoir passé près de 30 ans à Europe 1. Il est l'actuel président du club philatélique de Chamonix, mais pas que. Auteur d'articles, féru d'histoire et toujours prêt à partager sa passion. Il affirme avoir lu la presque totalité de sa bibliothèque. Alors ça, c'est une information que j'ai trouvée sur Internet qui disait que vous en étiez à 3500 volumes. J'imagine que depuis, la collection a dû bien augmenter. Et vous devez plutôt vous rapprocher des 4000 livres. J'ai lu aussi que vous avez organisé une exposition sur l'iconographie de la montagne dans la presse populaire. Donc vous êtes sans aucun doute un intellectuel, on peut le dire. Et alors je ne sais pas trop par où commencer, tant il y a des questions que je pourrais vous poser. Donc je me disais déjà, pourquoi avoir choisi Chamonix comme lieu de vie ? Je suis venu en vacances dans la vallée de Chamonix à l'âge de 6 ans. Et à l'âge de 7 ans, l'année suivante, j'ai dit à mes parents que je voulais venir vivre ici. Ça a pris quelques dizaines d'années, mais j'ai fini par venir vivre ici. Donc un rêve d'enfant qui se réalise ? Oui. Merveilleux. Vous écrivez, vous lisez, vous vous intéressez beaucoup à l'histoire, comme je le disais. Est-ce que vous pensez que lire et écrire, c'est lié ? Lire et écrire, oui. Oui, c'est une histoire de passion. Maintenant, écrire, c'est pas si facile que ça. Parce que c'est un exercice auquel vous vous adonnez ? Ouais, mais j'ai beaucoup de mal à écrire. D'accord. Je suis trop pointilleux et je suis jamais content de ce que j'écris et je reviens dessus. Des fois, je mets des semaines pour écrire un truc. Et alors, pour revenir sur votre rôle de président du club philatélique, alors, c'est un club qui collectionne les timbres, les cartes. Qu'est-ce qui vous plaît Oui, alors le club, maintenant, le club, il s'appelle... c'est l'association des collectionneurs de la vallée de Chamonix. Et au départ, donc en 86, quand il y a eu le timbre du bicentenaire de la première ascension du Mont Blanc, il n'y avait que des philatélistes et même toute l'Europe est passée à Chamonix. Et tous les grands écrivains ont écrit des lignes sur Chamonix. Et c'est extraordinaire. Et l'histoire de la vallée est une histoire qui est vraiment très, 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 très riche. Et si on prend l'exemple des timbres, il y a quand même au pif, je dis 26 timbres qui sont consacrés à Chamonix et au massif du Mont Blanc. On avait eu l'occasion de les voir place du Triangle quand il y avait eu la grande cordée, la plus grande cordée du monde. Est-ce que c'est un exercice un exercice. Est-ce que c'est un événement suffisamment important en France en tout cas pour qu'il y ait des timbres selon vous ? Pour être très, très, très honnête, la philatélie a perdu beaucoup d'adeptes, beaucoup d'intérêt. Et pour peu de gens, enfin, les gens s'intéressent plus beaucoup à la philatélie, ce qui est dommage parce que la philatélie peut refléter justement l'histoire. Alors, les gens voient la philatélie aligner des timbres dans des albums les uns à côté des autres et tout. Bon, ça c'est une activité. Bon, il y en a qui font ça, mais je pense que la philatélie va au-delà. Et par exemple, le jour du premier jour du timbre de la Compagnie des Guides, Universal Compagnie des Guides. Donc on a fait une exposition qui a été renouvelée place du Triangle de l'Amitié pour la Grande Cordée et qu'on va refaire dimanche pour la fête des Guides. Il y a la présentation de tous les timbres émis sur Chamonix. Et l'intérêt, c'est qu'il y a le timbre émis, mais en dessous, il y a toujours un document parce qu'il y a une variété sur le timbre. Il y a des timbres qui ont été découpés en deux avec les dents, donc qui ont mis du timbre. Il y a des essais de couleurs, il y a des couleurs qui n'ont pas été imprimées sur le timbre. Je veux dire, c'est vraiment très 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 riche. Donc la vraie philatélie, elle est là. Et si aujourd'hui un timbre n'a pratiquement plus aucune valeur, il faut pas que les gens qui ont des albums et tout, il faut pas croire qu'ils sont très riches, parce que c'est pas vrai. Mais il y a quand même des timbres qui partent à plusieurs centaines de milliers de francs dans le monde parce qu'il y a des raretés avec un timbre imprimé en tête bêche. Alors il y a des tas de gens qui se battent dessus pour acheter ça et qui dépensent beaucoup d'argent pour avoir ça. Maintenant bon, ça c'est pas nous, on n'est pas à ce niveau-là. Mais voilà, donc je pense que Chamonix est vraiment un endroit rêvé pour qui s'intéresse à l'histoire. Moi, j'avais une question. Vous parliez tout à l'heure d'un collectionneur. Un collectionneur, c'est pas celui qui collectionne dans son coin, mais c'est celui qui fait connaître. Par quels moyens, nous,
qui sommes de Chamonix ou visiteurs, on peut avoir accès. Voilà, à cette collection. Là, déjà, on fait les réunions du club se font le 2e et le 4e lundi de chaque mois. Enfin, là, ça fait 2 ans qu'on n'en a pas. Mais et à chaque réunion, on fait un exposé sur un thème qui peut être mais c'est ouvert qui est ouvert aux membres en principe. Maintenant, ça arrive qu'on ait des gens qui soient pas au club qui passent. Et donc on peut traiter, je sais pas moi, de la première ascension du Mont Blanc, qui est encore à permettre aux gens d'intégrer la vérité, puisque c'est pas Balma qui est arrivé le premier au sommet du Mont Blanc, et que la route qui a été suivie, c'est la route choisie par le docteur Paccard, alors que pour l'instant, c'est le contraire qui prime dans la mémoire des gens. Ou alors, je sais pas moi, l'histoire de l'église, l'histoire du temple, l'histoire d'un hôtel. Donc on fait des thèmes comme ça. Et puis régulièrement, je sais qu'à titre personnel ou je fais régulièrement des expositions. J'avais fait une exposition qui est très, très réussie, qui a eu beaucoup de succès à la médiathèque de Chamonix il y a déjà maintenant un paquet d'années. Je vais présenter toutes les éditions originales des récits des écrivains qui étaient venus à Chamonix. Donc, il y a énormément de classes de toutes les écoles qui sont venues la visiter. Et j'ai le plaisir de faire visiter ça et d'expliquer ça aux gamins. Et je trouve ça vraiment, c'est ça qui est intéressant en fait, c'est de transmettre, de permettre aux gens de connaître leur histoire, parce que les gens qui sont ici, c'est leur histoire. Et vous parliez de la médiathèque, pardon. Est-ce qu'il y a des connexions qui se font avec les musées et votre association? Oui, moi je passe régulièrement des documents à la Maison de la Mémoire du Patrimoine, par exemple. Bon, la dernière exposition, j'en ai pas passé, mais l'exposition précédente, il y avait plein de choses qui venaient de mes collections. J'en ai passé à Saint-Gervais pour les femmes alpinistes. Régulièrement, je passe des documents. Enfin, c'est ça l'intérêt, quoi. Merci Yves, alors merci de nous exposer votre vie actuelle. Dans une seconde partie de l'émission, j'aimerais bien qu'on revienne sur votre vie d'avant, donc à Europe 1. Nous, ça nous intéresse en tant que radio associative d'avoir votre retour d'expérience, et puis peut-être que vous aurez des conseils à nous donner. Alors restez avec nous sur Globule Radio. Tout de suite, on écoute Hello Inc. de Alex Gopher. C'est un remix de DJ Falcon Parallèle. Vous l'entendez, nous sommes dehors en ce moment en direct du Little Bio à Chamonix Sud. Merci à nos partenaires sans qui nous ne serons pas là, le partenaire de la Haute-Savoie et Europcar. Bref, nous sommes toujours avec Yves, Abraham et Claire. Oui, toujours avec Yves, Abraham. Alors je fais juste une parenthèse, Julia, j'ai adoré ton petit accent du Sud. Ça me fait plaisir qu'il y ait du soleil comme ça à Chamonix. Alors Yves, on le disait juste avant, vous avez 30 ans de carrière à Europe 1. Dans le vent, qui était le jeu des programmes, et tous les ans on gagnait régulièrement ou l'un ou l'autre le truc, et ils nous éliminaient de manière à permettre à d'autres gens de gagner, et comme ça petit à petit on a connu les dirigeants d'Europe, et notamment à la programmation Jean Peigné et Lucien Maurice qui était le directeur des programmes. Et puis une année ils nous ont demandé si ils cherchaient un programmateur. Et ils nous ont demandé si on voulait pas venir travailler. Tout simplement, comme quoi on n'est pas obligé de coucher ou de faire je sais pas quoi pour rentrer dans la radio. J'en ai jamais douté. Donc, et ça je m'en souviens toujours parce que j'étais au sommet du Mont Blanc quand mon père apparu à Paris, eu le coup de fil de la radio, et finalement c'est mon frère qui est monté là-haut et qui a été embauché. Moi je suis parti à l'armée après. Puis après j'ai été embauché comme réalisateur. Alors Lucien Maurice a voulu que je sois formé aux techniques américaines. Donc j'ai fait des stages au début avec Salut les copains. Et puis après j'ai travaillé comme réalisateur sur l'émission d'Hubert Vaillaf Dans le vent. Il y avait Marie-France Brière comme productrice. Et pendant des années, et après j'ai suivi quand ils ont repris l'émission Salut les copains. Puis après Lucien Maurice m'a confié, j'ai réalisé d'autres émissions et d'autres choses, et Lucien Maurice m'a confié les musicoramas, et j'ai fait les musicoramas jusqu'à la fin en 75, où là la radio a changé de politique et on a fait des opérations dans les villes de province, et j'étais directeur de ces déplacements d'antenne dans toute la France.
Et voilà, c'était passionnant. Qu'est-ce qui vous plaît dans la radio? Qu'est-ce qui vous plaisait ou qui vous plaît toujours? Ce qui me plaisait, c'est stop, on arrêtait les voitures qui avaient les autocollants. Et ce qui était très gratifiant, parce que les gens étaient vraiment ravis. Et puis moi je sais que j'ai retiré un truc formidable, c'est que avec les animateurs avec qui j'ai fait ça, je pense notamment à Robert Villard ou à Julie, on adorait aller visiter les musées, les monuments, les trucs entre les jeux, on visitait les régions et tout. Donc c'était vraiment très enrichissant. Enfin, moi j'ai retiré vraiment beaucoup de choses de cette période. C'est un média que vous avez vu évoluer, donc que vous avez peut-être même accompagné dans ce sens avec les différents postes que vous avez occupés. C'est quoi votre point de vue sur la radio d'aujourd'hui? La radio d'aujourd'hui, moi il y a un truc qui me choque beaucoup, c'est la libération des ondes. Ça me choque énormément. Parce qu'en 80, il y a eu effectivement le pléthore, donc tout le monde avait le droit ou presque d'émettre trucs. Mais on peut pas parler de libération parce qu'en 80, il n'y a pas eu de libération des ondes. C'est-à-dire qu'il y avait une mainmise d'un esprit politique qui était à droite, et en 80, la mainmise, elle a été, contrairement à tout ce qui a été déclaré, elle a été mise par la gauche. Donc c'était pas vraiment une libération des ondes. Alors c'était quoi? C'était, par contre, c'était très bien parce que c'était très très enrichissant, très effervescent, je veux dire. C'était très champagne. Pour vous, il n'y a jamais eu de libération des ondes alors? Il y a toujours, c'est toujours contrôlé, quoi. C'est ça que je veux dire. C'est toujours contrôlé, quoi. Pour moi, il n'y a pas eu en 80, contrairement à ce qui se dit, et ça me choque beaucoup, il n'y a pas eu de libération des ondes. Je suis formel là-dessus. La libération des ondes, ça veut dire qu'on a le droit de dire et de faire ce qu'on veut. Alors il y a quand même une forme de liberté, hein. Il faut pas se faire d'illusions, mais quand il se voit ce qui se passe à Europe aujourd'hui, où il y a un changement de direction, je veux dire, c'est quand même assez affolant de voir. L'esprit d'Europe est en train de partir là actuellement. Alors c'est quoi l'importance de la radio dans le visage médiatique? C'était aujourd'hui avec la télé, ça a beaucoup évolué parce que quand Europe est arrivée en 55-57, il y a eu beaucoup de directs. Je veux dire, Europe a été sur le coup, était sur les événements et tout. Et avec le Nagra, ça a beaucoup libéré la technique du Graal. Europe l'a utilisé immédiatement. Ça a beaucoup permis d'être en instantané sur les événements. Et aujourd'hui, on se rend compte que il y a les télévisions en continu qui sont eux à leur tour sur l'événement. Et malgré tout, l'image est quand même très très importante et très très impressionnante pour les gens. La radio, il y a plus une part d'imagination, on peut plus librement interpréter un événement puisque on le voit pas, mais quand on a les images sous les yeux, là on est obligé de voir ce qu'on voit, quoi. Et est-ce que vous êtes adepte des podcasts? Parce qu'on voit ce modèle qui ressemble un petit peu de la radio, même si c'est enregistré, mais qui est en plein essor. Oui, alors là, il y a tout un truc je pense que c'est assez intéressant de se développer, mais moi je dois dire que je suis pas, je suis quand même pas, et je le vois bien par rapport à mes enfants. L'informatique, oui, je vais sur l'informatique, mais moi je suis pas sur Facebook, je suis pas sur tous ces trucs-là, et je m'en méfie plutôt d'ailleurs. Je crois qu'il faut être très très prudent là-dessus parce que il y a quand même un problème aujourd'hui, c'est que n'importe quoi se dit sur ces réseaux et influence les gens. Et ça, je trouve que ça c'est grave. Je trouve que ça c'est grave, c'est que ça influence les gens et que les gens reçoivent l'information sans aucune vérification, sans aucune. Moi j'ai une formation de scientifique puisque je voulais être professeur de sciences naturelles, donc j'ai une formation de scientifique et dans les sciences on vérifie toujours son information. Et je le vois bien dans tous les livres qui s'écrivent sur l'histoire de Chamonix, par exemple, où les auteurs ne vérifient pas l'information qu'ils mettent dans leur nouveau livre. Ils se contentent de recopier ce qui a été fait avant.
et ils vérifient pas si c'était juste ou pas juste. Parce que je reviens sur Balma et Paccard à la première ascension du Mont Blanc, je veux dire. Je trouve inadmissible qu'aujourd'hui des auteurs continuent à dire que Balma était le premier. Mais voilà. concernant la radio, la majorité des gens qui travaillent à la radio sont des journalistes, ça fait partie de leur travail de vérifier l'information. Ah, ouais, mais alors là, on pourra en parler aussi, parce que moi j'étais, je ne veux pas dire du mal des journalistes, mais j'étais présent sur un certain nombre d'événements où j'étais à côté du journaliste, et j'avais le retour d'antenne sur les oreilles dans le casque, et ce que le journaliste racontait, c'était pas ce que je voyais, et j'étais à côté de lui. Est-ce que c'est pas une généralité? Est-ce que c'est pas des cas Sont isolés? des cas, ouais, mais et puis sincèrement, c'est vraiment difficile de voir. Chacun voit un peu les événements avec le prisme de ses lumières. Mais en 68. Donc pendant les événements de 68, je veux dire, Europe a été très dynamique parce que ils ont encore à l'époque ils ont créé quelque chose, c'est qu'ils ont utilisé, comme l'État avait coupé les fréquences radio, ils ont utilisé les téléphones des particuliers. Et en fait, voilà des formes de réaction formidables. Alors maintenant le truc, je sais pas si l'information avec les broadcasts et tout ce qui se passe via l'informatique, si les gens auraient la même objectivité. Je pense que aujourd'hui, les idéaux, les idées, des convictions passent et c'est pas toujours très simple tout ça. Alors merci Yves pour ce retour d'expérience. Avant de terminer l'interview, j'aimerais bien vous demander quels conseils vous pourriez nous donner à nous, radio associative, après toute l'expérience que vous avez à la radio. Alors moi c'est de donner la parole aux gens, de pouvoir aller. Ce que vous faites là aujourd'hui, moi je trouve ça formidable. Hein. Le jour où Europe a décidé d'aller dans les villes où on a fait des émissions, où on a fait à peu près la même chose. On allait aux terrasses des cafés, on allait dans les entreprises, on allait dans la France. La vraie. Et en fait, c'est ça qui est intéressant, enfin, à mon sens. Et puis dans l'éducation des gens, il y a aussi connaître son histoire et connaître son truc. Enfin, moi, je suis très patrimoine, hein, de toute façon. Je suis certainement un peu vieux jeu aux yeux de certains, mais je suis quand même très patrimoine. Hein. Donc, en tout cas, merci d'avoir fait le déplacement jusqu'ici. Oui, je peux encore dire un mot. C'est qu'on va être présent sur la place du Triomphe de l'Amitié. Le club va être présent pour la fête des guides, et on va continuer à vendre les souvenirs que le club a réalisés, qui sont des souvenirs de type patrimoniaux, puisque les souvenirs du premier jour du TAMS représentent l'histoire de les deux ont sujet sur l'histoire de la compagnie des guides de Chamonix. Donc ça sera dimanche. Et ça, c'est dimanche, toute la matinée et le début de l'après-midi. Pour la fête des guides, parfait. Merci beaucoup Yves d'avoir fait le déplacement jusqu'à nous, au Little Bio à Chamonix-Sud. Merci à vous. D'avoir partagé votre vie, vos anecdotes et puis votre bon conseil de continuer à faire venir les gens. On y compte bien, c'est notre ligne éditoriale en tout cas. Alors on a été ravis d'avoir un professionnel du micro sur notre plateau. Auditeurs, restez avec nous, on a encore plein de belles surprises pour vous. Mais tout de suite, on écoute Carry Me de Bombay Bicycle Club.